interrompu Internet, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais bon, comme on va voter en 2025, attendons voir. Sénégal a déjà coupé l'Internet, le Bénin a déjà coupé l'Internet, le Burkina, on n'en parle pas, le Nigeria, le Nigeria a coupé Twitter à un moment, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais mêlée de ce genre de choses. Donc, j'espère que votre présence ici va nous apporter que nous avons besoin pour passer 2025, les élections sans des heures Internet. Non, on l'appelle couvre-feu numérique, sans couvre-feu numérique. Donc, bien, Monsieur Dafrinik, merci beaucoup. Le travail qu'Afrique fait pour toute l'Afrique, à un moment, on n'en avait pas. Oui, et maintenant, nous en avons. Elle n'est pas parfaite, mais elle fait seulement des chemins. Brice, vous irez conduire le panel qui suit sur les experts et data center. Bienvenue, monsieur. Merci, merci Nina. Alors, je vais appeler mes panélistes. Alors, monsieur Kofi Armand du Civics. Monsieur Conan Raphaël qui va nous prendre en route. On a monsieur Oloasayo. Mr. Oloasayo from Main One. OK. Donc, le panel sera en... Bon, on a la traduction, hein, on fera en anglais et en français. Nous avons 2 panélistes qui sont francophones et je crois 2 qui sont anglophones. Nous entendons aussi monsieur Namani from Digital Reality. I think that it has been replaced by de Digital Reality qui était apparemment substitué par quelqu'un d'autre. Donc le dernier qui va nous le dernier que je viens de citer va nous rejoindre en cours. Il est en train de faire quelque chose actuellement. Il va nous prendre en cours. Peut-être ces écouteurs parce que comme j'ai dit tantôt, on va basculer de l'anglais au français, du français à l'anglais. Oui, pour les questions en anglais. Voilà, donc on va basculer de l'anglais en français et de français à l'anglais. Alors, je suis Brice Abba, je suis responsable de l'engagement technique communautaire au niveau d'Afrique et je suis ici panéliste avec mes experts qui sont là. Nous parlerons aujourd'hui de point d'échange Internet, nous parlerons de data center, de centres de données. Et pour ce faire, j'ai ici M. Kofi Armand, M. Conan Raphaël qui va nous rejoindre, M. Oloa Seyo, et puis et M. Joseph, qui est le 4e panéliste qui remplace M. Nemani qui n'a pas pu faire les déplacements. Okay. So we are going to talk about donc on va parler de points d'échange d'Internet et de centres de données. Donc, très rapidement, on va commencer avec l'introduction. Je vais me présenter, donner la parole à mes panélistes pour ces... Je vais donner la parole maintenant même à mes panélistes pour parler de leur position, de ce qu'ils font dans leur organisation et parler aussi au même moment de leur organisation. Notre modérateur de cet après-midi. Bonjour à tous. Je suis Armand Kofi. Je suis chef de département point d'échange Internet au niveau de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications. Je suis aussi le président du comité de présentation du point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire. Je suis panéliste cet après-midi. Merci beaucoup. Yes. Over to you. No. Si.
All right. Good afternoon. Bonsoir à tout le monde. Mon français n'est pas excellent. Donc, mon nom est Oluwaseyo. Je suis en charge de l'équipe Solutions. Je travaille avec l'équipe qui est en Afrique de l'Ouest. Je travaille avec l'entreprise d'infrastructure Conex qui est un des meilleurs dans le monde. Nous travaillons beaucoup avec les marchés ouest-africains. Et je suis l'invité d'un des plus gros IXP de la région. Nous avons un centre de données au Nigeria, Gigsa au Ghana, qui est un de nos centres, notre centre de données, pardon, et nous avons aussi un partenariat avec Civix. Je suis Joseph Kra, je suis le directeur général de Realty. Et nous sommes des fournisseurs de données globales. Spécifiquement, en Afrique de l'Ouest, nous sommes présents au Nigeria et au Ghana, où nous sommes en train de mettre en place notre système et nous avons plusieurs câbles sous-marins que nous fournissons dans toute cette infrastructure-là, surtout au Ghana et au Nigeria. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par le début. Donc, maintenant, on va parler de points d'échange Internet. Donc, la première question sera pour M. Kofi Armand. C'est vous qui êtes en charge de Civix pour la Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on parle de définition de points d'échange Internet, est-ce que vous pouvez donner une définition, s'il vous plaît? L'échange Internet, par définition, est une plateforme IP, pour parler de technique Internet Protocol, une plateforme sur laquelle les opérateurs, les télécoms, les fournisseurs d'accès Internet, toutes les entreprises, autres que les opérateurs qui respectent les différentes conditions de raccordement, viennent se raccorder. Ils établissent des sessions BGP entre eux afin de garder le trafic Internet local ou national au plan national. C'est ça, cette infrastructure. Okay. Thank you for your question. I have another question. Merci pour la question. J'ai une autre question pour vous, mais je vais le faire plus tard. Votre nom, c'est? Donc, la prochaine question est très intéressante. On sait ce que signifie ISP. Tout le monde le sait ici. Mais ma question est la suivante. Vous gérez ces deux affaires-là. Vous gérez tout ce qui est point d'entrée d'Internet et un ISP. Donc, quelle est la différence entre un ISP et un IXP? Quelle est la différence entre ces deux-là? An ISP, it's Donc, un ISP, c'est un fournisseur Internet, par définition, qui signifie service Internet pour dédié à un type de client. Qui est échangé et généralement, c'est dans le but de un certain trafic dans une zone en particulier. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que lorsque vous êtes un fournisseur de services Internet, votre consommateur ou utilisateur aura, en fonction des différents types de réseaux que vous vendez, tous les points de ressources d'échange. Donc, en revenant sur le point d'échange Internet, utilisons cela pour localiser le trafic. Donc, ce que j'aimerais savoir concernant l'ISP, c'est cela qui donne la connectivité Internet aux clients, n'est-ce pas?
Donc, euh, donc maintenant, on va permettre aux parties prenantes de comprendre mieux, mais vous l'avez dit, parce que là, on est en train de parler de trafic local. Qu'est-ce qu'un trafic local? Parce que j'aimerais que vous nous disiez plus par rapport à cela, de telle sorte que ces personnes ici présentes, parce que vous parlez de garder le trafic local de manière locale. Donc, on veut savoir ce que cela veut dire. Et en plus, on a besoin que vous nous parliez aussi du but de ces points d'échange Internet. Est-ce que vous pouvez développer plus par rapport à cela? Lorsqu'on parle de trafic local, c'est juste pour notre aspect sur comment est-ce que l'Internet marche. C'est un moyen de communication. Donc, c'est un échange d'informations d'un récepteur à une personne qui envoie. Donc, lorsque le destinataire et le récepteur, c'est ce qui définit globalement la performance. Comment est-ce que le message qui est lancé d'une entrée à une sortie. Donc, concernant l'ISP, dans quelle mesure est-ce que l'ISP nous aide? L'ISP crée une plateforme et cela fait de telle sorte que nous puissions gérer le trafic de telle sorte que l'information puisse arriver au point de réception. Aujourd'hui, dans le cadre actuel, si je veux parler à ma droite et que je veux lui envoyer un message, l'information sera à son niveau et reviendra à nous. Donc, c'est juste une petite image. Donc, c'est un peu comme si nous, si l'information doit aller plus loin, par exemple à Londres, on va dire, elle peut repartir et revenir à lui à partir du moment où le destinateur final est prédéfini. Donc, point d'échange Internet de telle sorte qu'on puisse améliorer the question J'ai une autre question. J'ai une autre question pour M. Kofi. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la possibilité de sauver des coûts avec les points d'échange Internet. OK? Donc, je voudrais que tu nous prennes un exemple classique. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons plusieurs opérateurs téléphoniques. On va prendre Orange, on sait qu'Orange est dans la salle, on a MTN, on a Canal Box. Disons qu'on a trois clients, MTN, Canal Box et Orange, qui sont dans la même salle, qui veulent s'envoyer des messages. Quel est le scénario? Quels sont les scénarios possibles avec ou sans point d'échange Internet? Donc, le premier scénario, essaie de l'expliquer. Donc, les trois clients, un peu les trois qui veulent dans le même pays, Orange qui veut envoyer un email à un client MTN avec un point d'échange Internet, ou MTN qui veut envoyer un message à un client Canal Box dans le même pays, mais sans point d'échange Internet. Quels sont les possibles scénarios? Un peu pour ajouter à ce que notre ami vient de nous expliquer. Ok, merci beaucoup. Je prends le scénario où les deux ou les trois opérateurs sont sur le point d'échange et ils veulent s'envoyer un message au niveau. S'ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont un message. Ce qu'il faut préciser, c'est que le contenu, bien les contenus locaux ou nationaux dont on parle au niveau du point d'échange, ce sont les contenus qui sont censés rester dans le pays, pas passer par les liaisons sous-marins, faire des sorties avant de venir chez. Donc, s'ils sont tous d'accord au point d'échange, que la requête qu'ils sont en train de faire, si Côte d'Ivoire a sorti du pays, tout à fait. Rapidité et une certaine
Donc, nous gagnons en temps. Et si on prend de l'économie sur les bandes passantes au niveau. Si il ne passe pas de change en premier le deuxième cas, il faut une sortie en passant par les de transit. Et tout avant d'arriver ici. En termes de qualité, je peux dire qu'il y a une qualité, j'ai envie de dire peut-être réduite. En termes de latence, tu vois qu'on est par rapport à ceux qui sont sur le point de change au niveau national. OK. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Armand. Now I'm going to I have a question for you. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ces derniers jours, ces derniers temps, nous sommes rendus compte que la plupart des points d'échange travaillent avec les centres de données. Maintenant, qu'est-ce qu'un centre de données? Comment est-ce que vous pouvez donner une définition à un centre de données? And then also concerns. Donc, un centre de données, nous, notre travail est de fournir en tant que fournisseur de centres de données, nous faisons de telle sorte que vous puissiez avoir un espace, des lieux où vous puissiez travailler. Donc, nous vous permettons, puisque ce sont des systèmes informatiques, de mesurer la température et c'est notre responsabilité parce que la sécurité aussi est très importante. Ce sont des infrastructures qui sont critiques, donc nous faisons de telle sorte que notre réplique soit presque instantanée. Vous puissiez travailler aussi dans un endroit, dans un lieu où l'information sera maintenue, sera sauvegardée 24 heures sur 24. Et c'est une règle par laquelle nous travaillons lorsqu'on doit travailler à gérer ce genre spécifique de service-là. Notre panéliste, Monsieur Conan, donc je voudrais demander d'abord de vous présenter votre fonction et qu'est-ce que vous faites au day-to-day dans votre organisation avant que je vous pose la question relative au data center open d'échange Internet. D'accord, donc moi je suis Raphaël Conan, je suis le directeur général de Axio Côte d'Ivoire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de finir la construction de notre data center qui va être ouvert en septembre. Et on recrute les équipes qui sont en cours le staff opérationnel. Et on est très busy en train de faire tout ce qui est interconnexion avec les opérateurs et finaliser toute l'énergie et tout l'aménagement. Voilà, donc c'est cette phase-là que nous sommes en train de finaliser. Dans à peu près 1 mois et demi, nous sommes opérationnels. Voilà. Alors, merci. Donc, on aura bientôt Axio très prochainement en Côte d'Ivoire. Alors, la question que je vais vous poser est un peu relative à celle que j'ai posée à Joseph, concernant un peu la tendance actuelle qui est de voir les points d'échange Internet migrer dans les data centers. Tout à l'heure, on a vu la fonction principale d'un point d'échange Internet. On a vu le rôle ISP. Aujourd'hui, on vient de voir un peu la fonction aussi des data centers. Mais Joseph nous a un peu donné le contexte. Il y a besoin de sécurité énergétique, de sécurité et autres. Mais réellement, aujourd'hui, en termes de fonctions, les fonctions ne sont pas les mêmes. Hein. Le point d'échange Internet, il est quelque chose d'autre, le data center est quelque chose d'autre. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous ralliez ces deux fonctions-là? Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, au-delà de ce que Joseph a dit, si vous voulez ajouter quelque chose, le besoin des points d'échange Internet de venir de plus en plus vers les data centers. C'est au-delà de la sécurité énergétique, quel autre avantage présente un point d'échange dans un data center?
Je ferai l'analogie avec un centre commercial, un supermarché dans lequel on peut ouvrir l'ensemble des produits et des produits phares, les produits les plus utilisés. Et le point d'échange constitue un élément essentiel qui fédère un peu tout ce qui est service. Le data center également se veut un espace, un écosystème qui fédère l'ensemble des usages, l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui peuvent se retrouver d'un point ou d'un autre. Et nous, le positionnement neutre, la neutralité, ça veut dire l'indépendance, l'autonomie de tout ce qui est acteur opérationnel du marché, permettrait d'abriter ce point d'échange et de faciliter l'interaction entre les différents acteurs de l'écosystème. Donc, pour nous, le data center abriterait donc cette facilité, permettrait à tous les acteurs de se raccorder et d'échanger. Bon, on dira qu'ils peuvent le faire à l'extérieur, mais dans un environnement plus neutre. On a vu, par exemple, ailleurs, dans des demandes de content providers, qui souhaiteraient avoir une certaine aisance de basculer d'un opérateur à l'autre et d'avoir cette souplesse dans un centre qui est plus indépendant. Voilà, donc cette offre que nous proposons, en plus de ce que Joseph a dit, c'est d'assurer cette résilience de disponibilité dans un espace commun et faciliter donc l'interaction des acteurs. Voilà, donc nous présentons donc une place de marché technologique qui permet aux acteurs de se mettre ensemble et de fonctionner de manière aisée, l'un à côté de l'autre. Et c'est cela que je pense que nous offrons également. OK, donc c'est bien entendu. Donc, vous mettez ensemble les ISP dans un endroit et les services, les opérateurs de services dans un autre. Donc, ensemble, c'est une certaine et pour vendre et payer les services et pas les autres. Alors, maintenant, now I want to ask a question to my friend Oshadami. Et maintenant, je vais me poser question à mon ami. Donc, vous êtes aussi responsable de tout ce qui est ISP et vous travaillez aussi avec tout ce qui est secteur de data center. Maintenant, lorsqu'on parle d'avantages, au-delà de ce que vous avez expliqué, quels sont les avantages d'un data center? Vous savez, il y a plein de pays. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de fournisseurs Internet et ceux-là refusent d'adhérer à l'ISP. S'il y a un réel bénéfice, il y a un réel avantage, pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils refusent d'adhérer à l'ISP? Donc, je vais essayer de répondre d'une manière échelonnée. Donc, lorsqu'on parle de points d'échange, je vais parler des différents avantages et je vais utiliser un scénario spécifique pour expliquer cela. Donc, par exemple, je dis qu'on fournit plusieurs centres de données à plusieurs marchés différents en Afrique de l'Ouest. Donc, essayez de penser cela à travers cette perspective suivante. S'il y a un fournisseur d'Internet qui a une présence au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ou a aussi une présence à Abidjan, on a une capacité internationale, des lignes transit international que vous achetez de la part de l'ISP que vous utilisez dans l'utilisation de votre réseau que vous distribuez à vos utilisateurs de la meilleure manière que vous jugez. Maintenant, c'est votre avantage. Le fait que vous puissiez vous connecter, un exemple simple au Nigeria, c'est un avantage clair de vous connecter à Gixa, Civix, à tous ces marchés-là dans un réseau spécifique. Parce que cela va faire quelque chose de bon pour vous. Parce que l'ISP va permettre un bon trafic local par le biais de l'ISP dans votre réseau et cela va faciliter, va améliorer le travail général. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va réduire le trafic que vous envoyez. Cela va réduire le le montant, la somme d'argent que vous avez l'habitude de débourser. Donc, l'avantage principal de se connecter à l'ISP, parce que c'est très important aussi de parler des prix. Lorsqu'on parle des prix actuellement, lorsqu'on parle des coûts de l'IXP, ces coûts sont beaucoup plus bas
seront beaucoup plus hauts que lorsque vous avez utilisé l'ISP. Donc, en termes de réduction de coûts, cela sera un bénéfice et en termes d'expérience utilisateur, cela sera un avantage important aussi. Les ISP ne viendront pas à l'échange. Voilà, donc il a donné des arguments plus favorables. Mais je dirais aussi, c'est parce que effectivement, ils perdent de la valeur en vendant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu, trop de contenu au niveau local. Ce qui fait que l'ISP préfère vendre de la bande passante. Et en mettant l'Internet local, le trafic restant local, il ne bénéficie plus vraiment de valeur sur la bande passante internationale. Donc, il n'est pas forcément intéressé à se connecter au point d'échange parce qu'il perd de la valeur à commercialiser la bande passante internationale. Le point d'échange réduit ce coût d'usage. Mais là où il peut travailler à gagner plus de valeur, c'est développer des services de contenu. Des usages locaux qui permettraient non pas de vendre du tuyau international, mais de vendre du contenu local. Voilà. Je voulais ajouter cela. If you want to add some feedback. I think just to add. Je pense que juste pour ajouter à l'importance des ISP, il y a quelques mois de cela, lorsque nous avons eu une grande panne d'Internet, on s'est rendu compte que dans plusieurs banques, même les services bancaires et plusieurs autres services de transfert d'argent ne marchaient pas. Ils avaient cessé de fonctionner. Donc, c'est aussi un bénéfice. Et lorsque vous souscrivez à ce chose, cela va mitiger, va atténuer les effets aussi. Il y a certains services qui, de manière naturelle, on attend qu'ils soient locaux et vous devez réfléchir de manière raisonnable. Et vous allez voir qu'en adoptant ce protocole-là, cela va améliorer les choses dans ce modèle. Maintenant, on est en train de parler des ISP, l'importance des points d'échange Internet. Mais la question qui revient maintenant, c'est que vous pouvez joindre point d'échange sans problème. Donc, on a parlé du fait que on peut avoir des universités, on peut avoir une personne comme moi qui peut joindre. Donc, je vous pose la question, qui peut joindre? Donc, concernant l'ISP, tout le monde peut joindre. Lorsqu'on parle de fournisseurs de services Internet, pourquoi est-ce que nous nous concentrons sur ces entités-là? Parce que nous savons qu'ils ont un modèle d'affaires qu'ils doivent respecter. Donc, maintenant, on a des acteurs majeurs qui ont travaillé dans la procédure de comment est-ce que tout cela est ficelé. Donc, on a des fournisseurs de contenu, on a les réseaux CDN, on a aussi les ISP et vous avez aussi des institutions, des grandes institutions qui travaillent avec un trafic élevé. Donc, les entités qui utilisent un trafic élevé sur Internet, ça sera une bonne plateforme pour eux. Pourquoi? Parce que cela va permettre de faire de telle sorte que le contenu qu'ils utilisent, l'intégration dans ce modèle-là sera beaucoup plus facile. Donc, les utilisateurs auront accès à ces informations-là. Ici, si on peut prendre le cas du Civics, parce que demain, bon, alors notre ami Ola nous a dit que c'est ça. Regardez la quantité de trafic que ces différentes personnes ou organisations ont. Donc, il y a une opportunité pour les grandes organisations, pour les grosses entreprises. Mais au-delà de cela, en Côte d'Ivoire, nous sommes ici à Abidjan, et au Civics, qui peut se connecter? Merci beaucoup, Brice. Pour ne pas reprendre ce que mon confrère vient de dire, ici au Civics, qui peut se raccorder? Le préalable pour se raccorder sur le Civics, une entreprise ou une structure qui a un numéro AS public,
des adresses IP publiques d'Afrique, tu es déjà éligible au niveau du CIVIX. Maintenant, ton activité, je pense que tu as ça dépend de tes activités. Ici au CIVIX, hormis les opérateurs qui sont tous là dans la salle, qui sont déjà raccordés, nous avons des structures comme le guichet unique du commerce extérieur qui est raccordé sur le CIVIX parce qu'ils respectent les conditions, ils ont leurs adresses IP publiques, ils ont leurs AS number publics, ils estiment que leurs activités qu'ils font peuvent les amener sur le point d'échange. Donc, ils viennent sur le point d'échange. Il y a d'autres entreprises comme la SNDI et autres que nous travaillons pour que ces entreprises-là viennent sur le point d'échange. Donc, je pense que le préalable, comme je l'ai dit, vous avez vos adresses IP publiques, vous avez un numéro AS public, vous êtes déjà éligible sur le point d'échange. Les autres facteurs viennent selon vos priorités. Maintenant, nous, en tant que gestionnaire de points d'échange, on peut aller vers vous pour dire, ah, monsieur, on a constaté que vous avez tel élément, vous êtes capable de venir sur le point d'échange. Voilà, et dans ce cas-là, ils arrivent très souvent dans la paix, pour dire. Alors, merci pour, so I was asking about, translate. I'm going to talk about the governance. Ok, donc je vais parler de la gouvernance. C'est français. Ok, donc on décide de rester ensemble. Donc pour vous en tant qu'exécutant, donc pour un point d'échange Internet. D'accord, Comment est-ce que quelle est la meilleure Internet? On dit que nous avons différentes, c'est-à-dire ISP, on a des data centers qui travaillent ensemble dans le même cadre. Donc, quel est pour vous le meilleur modèle de gouvernance? Donc, comme tu as parlé de meilleur modèle de gouvernance, je veux dire, est-ce qu'il y a le meilleur? Mais bon, il peut y avoir le meilleur. Parce qu'il y a plusieurs modèles de points d'échange aujourd'hui à travers nos pays. Il y a des points d'échange qui sont mis en place par le gouvernement, qui est le cas chez nous. Il y a des points d'échange qui sont déjà privés. Il y a des points d'échange modèle associatif. Il y a des points d'échange même universitaires qui existent à travers le monde. Moi, je me dis, la meilleure gouvernance, c'est la gouvernance qui intègre tous les acteurs. C'est la gouvernance qui implique les acteurs, qui rassure les acteurs, qui apporte la confiance aux acteurs. Nous, ici, nous avons mis un point d'échange en place, un point d'échange à caractère public, mais nous avons mis un modèle de gouvernance qui permet une gestion participative de tout le monde. On a mis en place un comité qu'on appelle le COCIVIX, le comité de concertation du point d'échange, où quand un acteur se raccorde sur le point d'échange, il désigne un représentant dans ce comité. Et ce comité a une mission bien établie dans la charte de fonctionnement du point d'échange. Parce qu'on a établi aussi une charte de fonctionnement du point d'échange. Quand tu te raccordes, tu signes la charte de fonctionnement. Et dans la charte, tu désignes un représentant qui fait partie du comité de concertation. Et le comité de concertation, toutes les grandes décisions concernant l'évolution de notre point d'échange, les grandes décisions sont prises dans ce comité, non pas par le régulateur ou bien par l'État. C'est ensemble que nous décidons de voir ce qui est meilleur pour faire avancer notre point d'échange. Et je pense que c'est un aussi des meilleurs modèles ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a eu plusieurs qui sont venus aussi s'en inspirer, parce que ça permet aujourd'hui d'avoir cette confiance dont je parle, et les acteurs sont, j'ai envie de dire, tranquilles sur notre plateforme, et notre point d'échange évolue, je veux dire, très bien. OK. Donc, voilà. Si tell us, I mean, your case in Nigeria. Par exemple, dans votre cas au Nigeria ou dans d'autres pays où vous êtes présent. Alors, comment la gouvernance se passe au niveau des points d'échange? Donc, quel est le modèle que vous utilisez là-bas? So, you know, Donc, en Afrique, vous savez, il y a différents conducteurs. Donc, pour ce qui symbolise, même dans chaque pays,
nous avons le secteur privé et nous avons aussi le secteur public. Juste parce que c'est privé, ça veut dire que ces initiatives ont été créées par des entités privées. Ce que je veux dire, c'est que comprenez juste comment le ISP fonctionne et les profits de cet ISP. Alors, la meilleure façon de gouverner l'ISP doit être neutre et chaque partie prenante, chaque partie de ce réseau ou des membres qui se connectent à cet échange doivent avoir les mêmes enjeux. Parce que vous réunissez les gens, vous rassemblez les gens pour se connecter à travers un échange, à travers un trafic. Alors, ce serait très intéressant que ce soit ouvert afin que les gens puissent se connecter plus facilement. Alors, ça, c'est un moyen plus propice de pouvoir en tirer profit. Spirit of transparency, okay, the fact that it's open, then the policies and guidelines surrounding this also need to be made transparent, so that if I'm coming in as a new entrant, clearly I know what to do, what process to go through, and the ability to join. Alors, we are not happy this internet GP. We say that governments must be multi-stakeholder. Everybody must have a say in the way we govern those internet GP. But if I'm running this, I want to make money out of it. So how can I make money in this system that is open, where everybody just connect? And so how to make money out of an internet exchange point? I'm asking this question. Another question is coming. How can I make money when it's open and, yeah. Yes, and, je dirais, pour moi, pas forcément, c'est pas un point dans le volume de trafic, dans la capacité d'échanger le plus de volume possible. Donc, c'est un système de facilitation. C'est pourquoi le représentant de la RTCI parlait de cette gouvernance collégiale. Voilà, donc comme un GIE dans lequel on ne tire pas de profit, mais on partage un intérêt économique commun pour créer chacun de la richesse et de la valeur derrière. Si on commence à des coûts, forcément des petits coûts, des frais de gestion, des frais d'opération, et c'est pas là-bas qu'il va chercher de la valeur. Donc pour moi, le point de change ne doit pas être un point d'intérêt économique, mais c'est un point de neutralité, un point de convergence de l'ensemble du trafic pour créer de la richesse locale. Voilà, et réduire les coûts aussi pour les opérateurs. Alors, par exemple, en ce qui concerne la construction des infrastructures routières, construire ces infrastructures ne vous donne pas de l'argent, mais utiliser ces infrastructures vous donne plus d'argent. Alors, nous voyons un point d'échange Internet, alors comme un facilitateur, mais pas comme quelque chose qui rapporte de l'argent tout de suite. Voilà. Alors, si vous voyez d'une telle manière, forcément que l'argent va suivre après. L'argent va suivre pour les membres parce que c'est ouvert et neutre ne veut pas dire que c'est gratuit. Parce que la plupart des sites d'échange vont vous facturer les honoraires pour la maintenance et la conduite de l'activité là-bas. Alors, ce n'est pas juste une plateforme où quelqu'un s'assoit ou quelqu'un ouvre juste de l'argent ou fait du profit, mais c'est quelque chose qui permet la croissance. Alors, si vous regardez tout le paysage de la technologie, comment les choses avancent, alors le ISP joue un rôle critique, à moins que vous avez alors un échange neutre et ouvert, alors afin de pouvoir échanger du trafic, la croissance sera difficile dans ce sens dans l'économie. Alors ça aide la croissance de l'économie et d'autres choses. Là, Non, je peux. Alors, j'étais en train de parler de comment faire de l'argent sur des points d'échange.
La finalité, c'est faire de l'argent. Alors, je posais cette question parce que aujourd'hui, on a des points d'échange publics, neutres, on a des points d'échange qui sont privés et qui, eux, font de l'argent, mettent des services à valeur ajoutée autour du point d'échange, de sorte à pouvoir se maintenir et pouvoir grandir. Alors, nous avons eu un forum dans un pays en Afrique du Centre où les opérateurs du point d'échange Internet public avaient émis des craintes vis-à-vis des points d'échange privés qui avaient plus de moyens, qui avaient plus d'infrastructures et qui attiraient vers eux le plus de trafic. Donc, est-ce que ces craintes-là sont vraies? Et si elles sont vraies, comment est-ce que vous, les points d'échange neutres, allez faire en sorte de maintenir sa qualité de service, à être compétitif avec ces points d'échange privés-là qui, eux, ont plus de moyens, ont plus de sophistication, qui attirent des sortes à attirer des entreprises, même qui payent pour se connecter à ces points d'échange-là. Est-ce que cette peur-là, cette crainte-là est justifiée? Et comment est-ce que les opérateurs publics neutres peuvent faire pour, au lieu de se plaindre, être plus compétitifs ou être davantage compétitifs vis-à-vis de ces points d'échange Internet privés qui viennent avec plus de moyens? Is that okay? It was very long. The translation was okay. I was saying that we have public, we are talking about neutral and public IXP, and we also have private IXP. So the question related to the money was. Alors, donc, il y a certains ISP qui font qui font de l'argent, donc des services qu'ils font parce qu'ils ne sont pas interconnectés. Ils ont leurs ateliers, ils ont plus d'accès. Alors, ils ont beaucoup de cartes et ces services. Donc, ils vendent ces services et ces services sont attractifs pour d'autres sociétés, pour d'autres organisations qui préfèrent rejoindre cette plateforme-là. Alors, au lieu des plateformes où tout le monde peut arriver à se connecter. Pensez-vous que ces inquiétudes sont légitimes? Alors, qu'est-ce que le public peut faire pour être... qu'est-ce que ces points publics peuvent faire pour être plus compétitifs? Le fear d'existants local. Donc, le fait de faire venir des gros points d'échange internationaux qui, eux, effectivement, comme vous l'avez dit, ont du service derrière. Ils ne vendent pas le point d'échange en tant que tel, mais ils drivent du trafic vers eux pour du service pour lequel ils ont investi. Voilà. Ils ont fait venir des cash, ils ont fait venir des partenaires. Et pour se connecter à ces partenaires, ils ont des investissements qu'ils doivent amortir. Donc, forcément, qu'ils doivent le vendre. Donc, pour résoudre ce problème de peur, c'est d'attirer le plus possible ces cash dans notre environnement, dans nos régions. Voilà, donc de prendre le pas sur ces gros providers ou d'avoir des alliances stratégiques avec ces derniers et puis faire du sharing derrière pour qu'ils puissent avoir l'accès à ces cash. L'autre aspect aussi, on veut éviter on veut réduire le coût du trafic international. Donc, même si on passait par ces partenaires qui venaient installer une dizaine de cash internationaux ici, enfin de points d'échange internationaux ici, on aurait toujours à payer du trafic international. Donc, le mieux pour nous, c'est d'avoir ce content provider, c'est le middle player là, de les ramener directement ici plutôt d'aller avoir des points d'échange. Voilà, ce qui résolverait le problème de peur et permettrait aussi de continuer à avoir des coûts réduits ou des coûts quasi proches de zéro d'accès à ces services-là. Voilà, le service serait vendu, mais pas le point d'échange. L'échange, trafic resterait local et grandirait et permettrait aussi à d'autres acteurs locaux. Et aussi, il faut faciliter, comme l'a dit le présentateur en fin de journée, le surcoût, le profit qu'on pourrait dégager permettrait d'investir dans du développement local des startups pour permettre de créer du contenu aussi. Voilà, pour continuer à payer de la bande passante à l'international, bien que ce soit quelque chose qui est nécessaire. Si on peut réduire cette exposition-là, les points d'échange nationaux seraient très à l'aise, très contents, je pense, de tirer profit de cela pour le marché local, bien sûr. Merci. Joseph, you want to say so I'm not sure if I get his point very well because the translation wasn't working properly, but just to add to this. Donc, nous avons commencé avec un manifeste. Donc, regarde, construction d'abord un écosystème efficace.
ceux qui vous donnent de l'argent lorsqu'ils viennent. Donc, cela va aider plus les ISP locaux. Donc, ils sont tous concentrés dans un lieu particulier. Et lorsque cette partie devient attractive, forcément que l'argent va suivre. Alors, regardons comment construire l'écosystème. Alors, donc, si vous pensez à comment l'ISP, d'abord, pourquoi l'ISP existe, c'est de créer un environnement de travail propice. Je pense pas que la compétition soit vraiment un problème. Pour tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un d'autre qui fera pareil. Alors, si vous pensez si vous regardez la communauté d'Internet, que ce soit privé ou public, que ce soit les ISP publics ou privés, alors ils cherchent toujours des moyens pour pouvoir contribuer à faire grandir la communauté d'Internet. Alors, comment les ISP publics peuvent avoir des partenariats afin de pouvoir faire grandir cette communauté Internet. Donc, à la fin de tout cela, tout le monde en profitera. Tout le monde en bénéficiera. Même les opérateurs publics de l'ISP en profiteront. Alors, vous devez penser à vous étendre. Alors, les ISP publics doivent penser à s'étendre. Alors, ils doivent attaquer plus de localités. Ils doivent penser plus régional. Alors, si les ISP privés ont des services particuliers qu'ils peuvent offrir, ils peuvent avoir un modèle de travail où ils aident à construire leur communauté et tout. Mais il faut définir des règles, il faut aussi coopérer avec j'ai envie de dire, cette ISP parce que c'est une question qui est d'actualité. Dans toutes les rencontres, très souvent, cette question-là vient parce que c'est une égalité. Pour moi, il faut définir les règles et il faut coopérer parce que le bonheur, que ce soit les points d'échange privés ou publics, nous cherchons le bonheur de la population, des consommateurs. Nous voulons que notre trafic puisse rester. C'est une égalité qui est en face de nous. Il faut faire face. Il faut définir les règles quand on est en face de ces gros-là et ensuite chercher à coopérer avec eux. Merci. Merci. Donc, ce que je retiens, c'est la coopération, c'est-à-dire au-delà beyond the hate, beyond the growth. So, from the moment that they are just working all together to make internet forward, we need to think about cooperation, union, more than making profit. So we are in an area where security is very important. Dans tout ce qui est écosystème Internet et on demande à des entreprises qui sont en compétition en réalité, les ISP, les différentes entreprises se retrouvent dans le point d'échange, ne sont pas forcément sur le théâtre des opérations, sur le théâtre. Donc, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place dans un point d'échange Internet pour que chacun puisse se connecter librement? Parce que je sais qu'au début, lorsqu'on était en train de mettre en place certains points d'échange Internet, on nous disait, si je me connecte, est-ce que l'autre ne va pas avoir accès à mon infrastructure? Est-ce que, donc, c'est un peu cette question-là qui revenait. I should say it in English. Je peux le dire en français. Alors, je suis en train de dire que je parlais des mesures sécuritaires parce que nous appelons plusieurs organisations qui sont en compétition lorsque nous parlons de clients, parce que nos ISP, nous avons la même cible. Nous demandons donc de travailler ensemble pour pouvoir se connecter notre réseau et à 1 ou 2, 3 réseaux. Donc, en fin de compte, je me dis, mais est-ce que ce ne serait pas un piège? Donc, quelles sont les mesures sécuritaires qui ont été mises en place? Également, pour le ratio,
Aujourd'hui, les ISP sont la plupart du temps localisés dans les centres de données. Donc, est-ce que vous avez un espace pour les mesures sécuritaires lorsqu'il s'agit des ISP? Donc, c'est pour vous et également l'autre question est pour l'autre. Si vous avez des mesures sécuritaires spéciales ou des choses qui sont standardisées que vous avez mises en place pour que tout le monde puisse se connecter et sans avoir peur d'exposer son réseau. Dans notre environnement, nous, en tant que fournisseurs de data center, de services de data center, notre choix stratégique, c'est la neutralité. Donc, nous, la première sécurité que nous offrons, c'est une sécurité physique. Nous, physique, dans nos data centers, nous avons 7 niveaux de sécurité physique pour toucher à un équipement. Donc, depuis l'entrée du site, le contrôle d'accès, l'entrée dans les lieux administratifs, l'entrée dans les zones d'énergie, les zones de préparation, de stockage, jusqu'à rentrer dans la salle des serveurs, la salle des racks. Et toucher un serveur, ça fait 7 niveaux de sécurité. Voilà, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Donc déjà, c'est un premier niveau physique de sécurité avec un SOC intégré, un SOC physique de vidéosurveillance. Nous avons aussi un monitoring de tout cet environnement, de l'environnement de l'enceinte extérieure et intérieure du data center. Donc, c'est le premier niveau. Deuxième élément que nous offrons pour notre neutralité, c'est des partenariats. Nous avons parlé de partenariats d'intégration. Comme nous parlons de neutralité et de créer un environnement donc coopératif au sein du data center, nous offrons également la cohabitation des acteurs de l'écosystème qui offrent des systèmes de sécurité. Voilà. Donc, avec qui nous pouvons travailler, nous travaillons et qui diront à un ISP ou à un acteur qui viendrait s'installer dans nos data centers de bénéficier de ces niveaux de sécurité. Donc, nous avons la sécurité physique de l'environnement. Pour dire physiquement, il est, je ne dirais pas impossible, quasi, on essaie de neutraliser le plus possible les risques physiques de failure. Et après, nous avons aussi des partenaires stratégiques avec lesquels nous travaillons à offrir la sécurité de tout ce qui est environnement de données. Et puis, il y a ce qu'on appelle la redondance de l'ensemble du site qui est offert avec des partenaires, voilà, qui sont QNX, des partenaires Digital Reality ou d'autres acteurs avec qui nous créerons des partenariats de redondance pour la sécurisation, pour la continuité d'activité, la reprise d'activité. Ça, c'est les niveaux que nous offrons. Voilà. Yeah, so I think he spoke more about. Je pense qu'il a plus parlé de sécurité physique, ce qui est d'ailleurs ce que les fournisseurs de bases de données font, parce qu'en termes d'infrastructure, nous n'avons pas vraiment de contrôle. Nous devons s'assurer que physiquement, vous n'avez pas accès aux infrastructures. Mais si le point d'échange Internet a également plusieurs firewalls pour pouvoir faire ou mener des protections logiques, et nous croyons qu'une fois que ces éléments-là sont mis en place, pendant que vous connectez, vous gardez à l'esprit que vous connectez et que vos données seront sécurisées et protégées. Sur MDXI, base de données, présentement, mais de mon point de vue, de ma compréhension de la manière dont de ISP devait être faite, je pense que la sécurité n'est pas quelque chose que nous devons laisser ou confier à une entité. Donc, si vous pensez aux moyens de se connecter au ISP ou aux fournisseurs de services, il faut aussi penser à votre niveau de sécurité. Et je pense que ce que fait le ISP ici, c'est de fournir à ses membres, leur donner le choix de choisir le moyen de connexion. Si vous voulez exposer votre préfixe, vous voulez faire le peering auprès du serveur, ou si vous voulez être membre et être sélectif sur qui aura accès à vos peers, là où ils doivent envoyer un email direct pour pouvoir établir un peering bilatéral. Donc, chaque entreprise a ses politiques de peering, à moins que vous remarquez que le prochain fournisseur a besoin de cette politique de peering pour le trafic. Donc, il y a pas mal de mesures avec lesquelles nous opérons. Donc, je pense que chaque individu décide de ce qui lui sied et avec qui fait le trafic. Même chose, hein.
une politique de peering pour ne pas permettre ce nombre de trames qui passent sur l'infrastructure, faire la redondance physique, si on veut redonder nos infrastructures. Donc, je pense qu'ils ont pratiquement tout relevé en termes de sécurité. Alors, merci. J'ai une dernière. Thank you. I have a last question. I think we're going to the end before we give some minutes to the audience for some questions. So the question is related to the difficulty, to the challenges that they encounter in the expansion. I'm asking this question because we have so many benefits from exchange points in our country. There are countries who do not have, and there are some who have, where there are very little amount of traffic. So what are the challenges that you experience on a daily basis from exchange points? Yeah, I'm now talking about challenges that you guys may face while running the exchange point, because we are a country where we have. Nous avons des pays où il y a des points avec un trafic faible ou élevé, et il y a des. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez pendant que vous faisiez? Yeah, let's start. So, alors, juste vous parler de pourquoi est-ce que le point d'échange Internet, comme il a dit, comme je l'ai dit, c'est pour aider nous, la communauté Internet. Si vous pensez de la communauté Internet, c'est un réseau de réseaux qui se connectent et qui connectent tout, qui les rassemble. Donc, vous avez les pourvoyeurs, les fournisseurs de cloud dans tous les services qui se mettent ensemble, un endroit donc, où ils se rassemblent. Donc, l'un des défis rencontre ISPs, c'est que vous avez créé une plateforme pour la communauté, mais la communauté ne veut pas en tirer profit. Donc, c'est difficile de comprendre pourquoi vous voyez quelque chose qui crée cette valeur et l'une des autres contraintes, c'est que dans certains pays, la manière dont les ISP sont opérés, je dirais que ce n'est pas réellement sélectif. Et pour moi, lorsque vous avez un point d'échange qui devient sélectif, ça affaiblit l'entièreté du but pourquoi la création a été, la plateforme a été créée. Alors, les bénéfices, sinon les avantages, au-delà de penser sur la manière dont vous avez fait les échanges interpays, ça aide également à produire davantage d'innovation et de développement, comme je l'ai mentionné. Et nous avons des pourvoyeurs de contenu, des fournisseurs de contenu. La plupart du temps, c'est là que nous voyons des trafics qui sont mis ensemble. Alors, lorsque le trafic est décentralisé et qui ne sont pas interconnectés dans une plateforme, ça devient difficile pour eux de voir la valeur. Pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre en place, les implémenter sur le marché? Donc, les avantages, c'est avantageux pour tout le monde parce que le trafic prouve les performances. Oh, the microphone. Et donc, ça rapproche ces contenus ensemble et l'avantage général se dirige vers une observation dont je sais, c'est le fait que le point d'échange Internet a commencé progressivement dans nos régions. Donc, vous vous rendez compte que la plupart de ces personnes qui engrangent assez de trafic, qui ont beaucoup plus de trafic que les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que la connexion existe et au même moment, nous avons ces mises en place ISP. Mais n'abandonnons pas à ce stade pour dire que les gens ne se connaissent pas vraiment. Et ce avec quoi les gens se connaissent commencera à connaître une réelle valeur.
Un des défis, les éléments qui font que très souvent on peut dire qu'un point d'échange ne marche pas dans nos pays, dans notre région, c'est qu'il faut arriver à porter l'intérêt du point d'échange aux acteurs, aux utilisateurs, à ceux-là même qui viennent s'interconnecter sur le point d'échange qui ont les clients derrière eux. Je pense que si on arrive à ce niveau, à cette adhésion totale, dédiée parfaite des acteurs, le point d'échange va marcher. Merci. I think this is l'une des contraintes pour les plus grandes entreprises, ce sont les acheminements. Et ils disent que cela donne place à des... Si vous regardez, si vous considérez tout le paysage, comme je l'ai mentionné, vous vous rendrez compte que lorsque vous donnez, à un certain point, vous épargnez quelque part, hein, parce que le trafic qui a été échangé là réduit beaucoup quelque part. Donc, la plupart du temps, vous avez les participants qui sont hésitants parce qu'ils se disent que davantage de participants vont bénéficier. Ils ont investi pas mal d'argent et lorsqu'on arrive au niveau de l'échange, ils voudront le recevoir gratuitement. Donc, c'est l'une des contraintes. Merci, très chers panélistes. Donc, à présent, je vais me diriger vers le public pour des questions. Merci. Vous avez mentionné la sécurité au niveau du point d'échange et je me suis rendu compte que la plupart des personnes ici qui sont sur la table ne sont pas opérateurs ou opératrices d'un point d'échange. Juste pour dire, ce que j'ai expérimenté, c'est que physiquement, en dehors de toutes les couches sécuritaires, nous voulons nous assurer qu'aucun switch n'est connecté au point d'échange. Parce que avec les switches et les broadcasts, enfin les diffusions, nous voulons nous assurer que c'est une couche 3, celle qui est connectée. Même avec la couche 3, nous le mettons souvent au point de quarantine pour savoir ce qui sort, la sortie. Donc, il y a ce qu'on appelle le Cisco Discovery Protocol et pas mal de protocoles qui ont été diffusés. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une hygiène physique sur ce port en premier. Et à ce qui est appelé port de sécurité, ce port en particulier et l'appareil qui est connecté, on utilise la MAC adresse de l'appareil de sorte à ce que vous ne pouvez pas retirer un appareil et connecter un nouveau. Donc, c'est une autre couche de sécurité en termes de BGP. Donc, l'emplacement, nous voulons nous assurer que c'est utilisé avec un mot de passe et nous partageons ce mot de passe avec nos clients pour s'assurer que personne ne puisse s'approprier cette session BGP. Nous voulons nous assurer également qu'en utilisant le IPQI, les ressources qui ont été publiées sont sécurisées parce qu'il n'y a pas de détournement de préfixe. Nous sommes les propriétaires. Donc, nous sommes en conformité et de façon mutuelle qui sont mutuellement acceptables, les normes sécuritaires. Donc, nous sommes en conformité, on n'a pas rendu public pour s'assurer que c'est également. Et l'autre chose que nous faisons, c'est la séparation donc, des lignes de peering et également des autres couches pour s'assurer la sécurité des membres qui sont interconnectés. Donc, c'était ma participation. Merci. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on a des questions, des contributions? Il a parlé de IPQI et de la sécurité de routing. Et je pense que ce sera la dernière partie. On va parler de... Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions du public,
Moi, j'ai une dernière question pour vous. Donc, quel est pour vous votre point de vue pour cette session? Avec quoi est-ce que vous aimeriez que l'audience, qu'est-ce que vous voulez que l'audience retienne? Je dirais pour la première fois, connectez-vous au ASP. Ça y va pour l'avantage de la connectivité et ça a des avantages sociaux. À partir du moment où on commencera à parler de l'impact que cela va apporter dans votre communauté, cela a un sens, ça fait sens de se connecter à l'ASP. C'est vrai, nous pourrons perdre certains éléments, mais les avantages que nous allons avoir des performances améliorées sont suffisantes comparées à ce que nous donnerons pour pouvoir se connecter à ce point d'échange. Et puisque c'est une plateforme ouest-africaine, je pense que une expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est comment est-ce que nous rassemblons tous les réseaux ouest-africains. Comment est-ce que nous assurons le trafic intercontinental en Afrique? Je pense qu'il y a des domaines où nous pouvons nous améliorer et j'aimerais tous que nous le faisons parce que ça y va donc de l'avantage de tout le monde. Et ensuite, demander aux acteurs dans nos différents pays, dans notre région, de se raccorder sur le point d'échange. Et il y a un mot que j'aime utiliser, d'avoir confiance. Okay, so to add to it, Alors, pour ajouter à cela, précédemment, il y avait des manques d'infrastructures. Des câbles sous-marins sont venus, des avantages holistiques envers chacun, donc pour pouvoir tirer profit. Entre nous, ensemble, tous les acteurs, et puis avec les points d'échange, créons plus de contenu, garder plus de trafic localement au bénéfice, comme on l'a dit, de tous les acteurs. Alors, merci à tous pour ce panel qui était très intéressant. Alors, nous avons parlé de points d'échange Internet. Nous parlons des data centers. Alors, vous avez constaté avec moi que la plupart des points d'échange Internet sont aujourd'hui hébergés dans des data centers qui donnent une opportunité aux opérateurs, aux clients et aux services d'être au même endroit. Donc, c'était vraiment une bonne chose. Et puis, on a vu aussi qu'il y a énormément d'avantages à se connecter à un point d'échange Internet. On a parlé de baisser le coût, de rapidité d'accès. On a énormément encore d'avantages que les panélistes ont mentionnés. Nous allons terminer par parler un peu des difficultés qui existent au niveau des points d'échange. On a dit aussi que ces difficultés ne devaient pas être un frein pour que les organisations, les entreprises se connectent au point d'échange. Donc, c'est sur ce mot que je m'arrête. Partenariat et ne sont pas les bras parce que l'infrastructure évolue. Et comme les panélistes l'ont dit, nous avons pleuré pour les bandes passantes, nous avons pleuré pour les câbles, nous avons pleuré pour l'infrastructure. Aujourd'hui, toutes ces choses-là arrivent. On a les points d'échange dans les data centers. Prenons le maximum de ces infrastructures-là qui arrivent. Merci. Nina.